Ok, donc parlant toujours de drone. Ah, excusez-moi. Le droit spatial. On a parlé un peu de tous ces traités qui ont contribué à l'élaboration du droit spatial. On a parlé un peu de la spécificité du droit spatial. On a même défini le droit spatial. On a aussi parlé des principes. On a parlé de quoi encore? De quelques révolutions. On a dit qu'il y avait beaucoup de principes, mais dans le cadre de ce cours, on a parlé de 9 principes. Ensuite, on a parlé de l'évolution du droit spatial dans l'évolution de l'application. Comment est-ce que ce droit est appliqué dans les États? On a vu donc son évolution et la chose importante que nous devons retenir, c'est que un droit qui se veut être conforme, plus ou moins conforme au droit international, ce droit a évolué dans son application pour devenir un droit plus ou moins national et privé. Et pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a des opérations dans l'espace, mais à côté de ces opérations-là, il y a des applications. Et on a parlé du GPS, on a parlé de la télévision et l'Internet. Aujourd'hui, on voit beaucoup de cybercriminalité. Et donc, chaque pays se doit d'élaborer des réglementations pour pouvoir surveiller toutes ces activités. Et donc, on va parler un peu aujourd'hui de système spatial et de marchés spatiaux. Et donc, c'est quoi un système spatial? C'est quoi une puissance spatiale? Et si vous voulez fermer vos micros. Et donc, on va noter que tous les États, je préfère dire États, ou même pays aussi, ça peut marcher dans ce cas. S'il vous plaît, fermez vos écrans et on suit. Tous les États, donc, sont dépendants des services apportés par des activités dans l'espace extra-atmosphérique. Si peut me donner une activité qui fait que nous tous, nous sommes dépendants des activités dans l'espace extra-atmosphérique. Pardon? Une activité. Oui. Ce qui fait que nous sommes dépendants des satellites. Oui. La télécommunication. Oui, la télécommunication. La géolocalisation. La géolocalisation. Donc, tout ce qui est Internet. Voilà. Comme tout à l'heure, je venais d'en parler, je me suis dit que je parlais dans le vide. Je n'ai pas parlé dans le temps. La vie quotidienne est liée aux apports des satellites. Et donc, quelles sont les dispositions techniques sur lesquelles ces activités reposent? Quels sont les états les plus avancés dans ces activités? Et quels sont les types de marchés qui se sont développés autour de ces activités? Donc, un système spatial, c'est quoi? Donc, les engins spatiaux sont lancés à bord d'une fusée, sauf la navette spatiale américaine qui décolle et revient au sol comme un avion. Il existe plusieurs tailles de lanceurs adaptées à l'emport de satellites de poids ou en nombre différent. Le type de lanceur le plus courant utilisé est quoi? Est la fusée lancée du sol. Donc la fusée, souvent quand on regarde les films, ou bien sur les chaînes de comme science, voilà, et puis National Geographic, voilà. On voit ce genre de choses. Ce sont des émissions qui sont, moi qui ne sais pas, d'après une amie qui trouve que nous qui avions fait la géologie, nous sommes déformés. Peut-être que je suis déformée, mais cette chose me plaise, donc j'aime les regarder. Et donc, la fusée, c'est des engins développés donc souvent par les forces militaires ou les agences spatiales nationales. Mais il existe des entreprises commerciales qui proposent des lancements sur les marchés commerciaux. Donc, vous voyez un peu, il y a une coupe de fusée qui est là. Normalement, à partir
à partir de cette coupe-là, je pense que les Africains, on peut aussi, pourquoi pas, fabriquer pour nous. De plus en plus, vous voyez le Nigeria, il y a beaucoup avancé, l'Afrique du Sud, quoi encore, l'Algérie, l'Angola. Ah, donc, vous, tu es dans quel groupe? Vous allez travailler sur l'Angola. Les systèmes spatiaux, on a les fusées. Non, vous pouvez faire ça en plus. Juste un petit truc pour qu'on puisse savoir. Madame, en fait, eux, ils ont en fait donné le marché à la Russie. Non, c'est ça, j'ai dit, faites ça. Juste une petite synthèse de 2-3 pages, ça va nous. Voilà. Ah oui, il vient pas à l'école, c'est lui qui envoie un message. C'est intéressant. Vous voyez que de plus en plus, les pays africains sont en train de se lancer dans les activités extra-atmosphériques. Voilà. Et donc, après les fusées, qui sont des systèmes spatiaux, parce que ce sont des systèmes qui permettent de lancer. Ensuite, il y a les sondes qui ont pour mission d'explorer l'univers avec des buts généralement liés à la recherche scientifique. Généralement, c'est ce qu'on dit. Donc, souvent, on voit ça dans les films. Même deux fois aussi, ce qui se passe dans la réalité dans les États. Oui, on nous montre ces choses-là. Non. Ok, donc on continue dans les sondes. Ensuite, il y a quoi encore? Il y a les satellites qui font partie des systèmes. Hein? Ce sont les systèmes spatiaux les plus nombreux. Au début donc de 2001, on répertorait plus de 2600 satellites civils et militaires en orbite. Donc là, nous sommes là. Autour de nous, il y a une certaine densité. S'il vous plaît, mon ami, il faut bien t'asseoir. Il faut venir ici, David. D'accord. Viens à côté des docteurs. Viens à côté des docteurs. Voilà. Ok, donc, leurs fonctions sont très diverses. Il y a la navigation, l'observation de la Terre, la télécommunication et autres, tout ce qu'on a déjà, tout ce dont on a parlé. Les utilisateurs, c'est la communauté scientifique généralement, les officiers de renseignement, et autres responsables militaires, mais surtout le grand public qui achète leurs services dans le cadre des marchés. Donc, vous voyez que aujourd'hui, la possession de technologie de lanceur est le signe d'un programme spatial crédible et avancé. Seule possibilité d'un accès indépendant à l'espace, elle garde une forte signification politique. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les États qui ont un système spatial. Est-ce que le Nigeria a un système spatial? Non, madame. Quels sont les États africains qui ont un système spatial? Est-ce que la Russie a un système spatial? Vous êtes sûr? Quel groupe qui va travailler sur l'Afrique du Sud? Ou bien ils sont amis? Voilà. Donc, donnez-nous toutes ces précisions pour qu'on sache, parce que pour être utile, il faut que tu aies un satellite
il faut avoir voilà, un lanceur. Et souvent, les gens sont en collaboration avec les États. Comment ça se décide? Ok, donc c'est bon. Et donc, une puissance spatiale, c'est un pays capable de construire, s'il vous plaît, un engin spatial et de le lancer. C'est simple. Est-ce que le Nigeria est une puissance spatiale? Non, en Afrique, on n'a pas encore de puissance spatiale. On peut avoir des engins, mais il faut qu'on ait la possibilité de construire. Je ne vais pas aller d'acheter, hein, de construire un engin spatial et de le lancer. Donc, en fait, la première condition peut être respectée, par exemple, le Niger au niveau de la construction des engins spatiaux. Ils ont beaucoup d'expérience. Ils arrivent à produire des satellites. Mais pour le lanceur, est-ce qu'il faut obligatoirement que le lanceur soit en Afrique? Dans le pays, en fait. Bon, tel que c'est défini, normalement, le pays doit avoir son lanceur. En ce moment, la Thaïlande est une puissance. Dans le monde, il n'y a pas de pays. Non, il n'y a pas beaucoup de pays. Madame, parce que vous avez dit, ce n'est pas dans toutes les zones, toutes sortes de zones, on peut lancer des satellites. Par exemple, nous, si nous ne pas des jeux de spatial, nous ne sommes pas de voir, ce n'est pas sûr, on peut lancer des satellites. Bon, c'est pas que de la dimension, c'est qu'au moins de voilà, et c'est dans toutes les zones qui sont assez un satellite. Donc, mais peut-être un pays peut fabriquer des satellites, mais peut-être dans lui, sa zone peut-être parce qu'il n'a pas de lanceur, il est obligé d'aller peut-être ailleurs. Hein? Sinon, s'il a un endroit pour lancer, maintenant, je ne sais pas, peut-être il y a des conditions aériennes avec les nuages qui sont un peu partout. Même quand on achète une image satellitaire de juillet, c'est le nuage seulement qu'on voit. Enfin, à côté même, c'est quand tu es en train de faire la recherche, vous avez déjà commencé les recherches d'images. Voilà. Voilà. Télécharger les images. Télécharger les images. Vous avez vu que vous regardez. Très bien. Pendant la saison pluvieuse là, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, sur la côte là, c'est beaucoup de nuages, sauf en saison sèche, où on peut trouver des images qui sont claires. Donc, peut-être que ce sont des conditions aussi qui sont importantes. Et donc, une puissance spatiale doit être capable de construire un engin spatial et de le lancer. Des pays qui joignent à des programmes de satellites, des programmes de lanceurs relativement avancés. Ce sont des pays qui possèdent des systèmes spatiaux. En fait, une puissance spatiale doit posséder des systèmes spatiaux. Donc, leur nombre est restreint. Certains pays sont assez avancés dans la fabrication de satellites, mais ne sont pas des puissances spatiales. On a le cas du Pakistan. Ils ont fabriqué un satellite d'observation météorologique. On a des cas comme l'Égypte, qui possède 2 satellites de télévision directe, la Thaïlande, 3 télévisions de télécommunication, l'Indonésie, certainement le Nigeria, l'Afrique du Sud et autres. Ces satellites ont été achetés par des opérateurs locaux à des entreprises européennes, américaines ou autres et diffusent leurs services au-dessus de larges zones géographiques. Les puissances spatiales sont donc les USA, la Russie, l'Europe, la Chine, le Japon, l'Inde, Israël, le Brésil. Mais ces informations que j'ai eues, là je tiens à le préciser, peut-être c'est dans les 2000, 2001 et autres. Donc peut-être qu'il y a eu quelques états qui ont été ajoutés dessus. Donc si on fait une mise à jour de ces données, peut-être que est-ce que les gens, la Corée, bon. La Corée,
Voilà. Et donc, on va passer un peu à travers de ces puissances-là. Donc, les États-Unis, ce sont des pionniers. Donc, jusqu'à un passé récent, les USA sont la première puissance spatiale du monde. Le budget spatial américain civil et militaire est évalué à 27 milliards de dollars en 2001. Donc, oui, 2001. Donc, imaginez aujourd'hui. Et donc, il dispose d'une base industrielle puissante, de regroupement des entreprises des années 90, deux entreprises de niveau maître d'œuvre comme Boeing et autres, un important tissu industriel de sous-traitants. Et donc, vous voyez que déjà, on sent le marché qui se développe autour de ces activités-là. Le fait même de fabriquer les engins. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas nos forgerons de Korogola. Mais si on leur montre les choses, ils peuvent le faire. Mais je veux dire que c'est une autre technique. Voilà. Donc, voilà. Et il y a un grand marché. Il y a beaucoup d'ingénieurs, certainement, qui sont embauchés dans ces industries-là. La Russie, aussi pionnier dans la conquête de l'espace, comme on l'a vu au début. Ils ont lancé le premier satellite en 1957 et ils ont lancé la première station permanente en orbite. Depuis 1986, certains n'étaient pas encore initiés. Et ce qui apporte donc à la Russie beaucoup de prestige. Et au-delà du prestige, il y avait des objectifs militaires. Et suite aux accords de désarmement, START, en 1993-1994, les missiles soviétiques furent respectivement convertis en fusées commerciales Rokot et START. Donc, le budget spatial, évalué à 6 milliards de dollars en 1992, est passé à 1 milliard en 2001. Parce que l'Union, voilà, donc c'est normal. Et là, ça peut être actuellement, ça grimpait. Ah, oui, là, c'est pas l'homme qui a dit. Ce qui se passe en Ukraine, on voit que le vecteur est là, c'est quelque chose. Vous pensez que quelqu'un peut venir parler aux États-Unis et aux Européens tel qu'il le fait, s'il n'est pas assis dans l'espace. Non, s'il n'est pas dans ce milieu spécifique, il est assis. Il est assis. Voilà. Voilà. À 3 milliards de dollars. Voilà. C'est devenu important. Hein? Ensuite, il y a l'Europe. Voilà, en Europe, eux, ils se sont mis ensemble. Voilà, se sont mis ensemble. C'est que si l'Afrique, pouvait se mettre ensemble, si l'Afrique pouvait se mettre ensemble, il y a l'Union africaine. Est-ce qu'on arrive vraiment à se mettre ensemble? Il y a eu un atelier récemment ici avec l'Union africaine. Je pense que les États sont en train de s'organiser pour pouvoir être, j'allais dire, autonomes concernant les activités dans l'espace extra-atmosphérique. Il y a de collaboration, c'est sûr, mais avoir une certaine autonomie. Voilà. Donc, ils sont en train de s'organiser. Donc, les programmes spatiaux européens ont commencé depuis les années 60. Et le budget européen était de 6 milliards de dollars en 2001. La plupart des États ont un programme national. C'est ça, en fait. La plupart des États ont un programme national. Ils savent de quoi ils parlent. C'est pas comme du genre, ici, nous, on cultive le cacao. Et puis, au Niger, ils ne cultivent pas le cacao, et ils cultivent le blé.
Et là même encore, je peux dire que c'est dans l'agriculture. Là, on peut parler ensemble. Mais si nous, de toute façon, les Africains ont ce qu'ils ont là, ce qui n'est pas bon là, leur bouche. Si un État est avancé, par exemple, dans les salles, pour pouvoir avancer, est-ce qu'il va accepter de s'associer aux gens? Non, madame. C'est ça qui est le vrai problème de l'Afrique. Donc, il faut qu'on accepte de s'associer. Il faut que ceux qui sont avancés, par exemple, ceux qui sont avancés, c'est ceux qui sont anglophones. Hein. Moi, je pense que les anglophones n'ont pas de problème. Mais c'est nous-mêmes, francophones, c'est nous qui peut-être, on se sent gênés et on ne veut pas. Si même regarder dans l'industrie du cinéma, regardez ce que les Nigériens arrivent à faire. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'envoyer nos acteurs en choses, comment je vais dire, en stage et autres pour ces choses de développer. Les jeunes essaient de faire des choses. Mais, ça avance tout doucement. Ça va, on va y arriver. Donc, c'est la même chose. Il faut que les États africains puissent s'associer comme les Européens. C'est ce qui va nous aider. Donc, les États ont un programme national. Il y a aussi des programmes engagés en coopération entre 2 ou 3 États, mais la majeure partie des réalisations spatiales européennes se fait dans le cadre de l'Agence spatiale européenne, ESA, qui regroupe 15 États. Le lanceur Ariane détient la plus grande part du marché mondial pour le lancement des satellites commerciaux en orbite géostationnelle. Vous voyez que la France parle beaucoup. Madame, c'est bien de ce que c'est là. Oui. Oui, vous n'êtes pas parlé de le robinet. Hein? Vous savez, un pays s'élève comme ça, les Africains, les Ivoiriens, on est ici, souvent on dit, oh, la France ne va pas gagner une guerre. Ah, la France. Et donc, on doit faire très attention, souvent quand nous parlons. Ensuite, il y a la Chine. Oui, la Chine. Mais la Chine, vous savez que la Chine va vite. La Chine disposait donc de 35 satellites. En 2001, en 2001, on est sur la base de 2001. Donc, imaginez actuellement. Hein? Donc, 11 de télécommunications. Sa gamme de lanceurs, Long March est commercialisée, sa gamme de lanceurs, par la compagnie industrielle chinoise de la Grande Muraille depuis la fin des années 80. Le budget spatial était estimé à $1 milliard en 2001. Et en 2003, la Chine est la 3e nation à faire voyager un homme autour de la Terre 40 ans après l'Union soviétique et les États-Unis, dans le cadre du programme spatial Chernigov. Voilà, Chernigov. Donc, vous voyez que ils sont quelque part aussi, hein, la Chine. Ensuite, il y a l'Inde. L'Inde était un pays non aligné pendant la guerre froide. Et cela a entraîné des répercussions sur la conduite du programme spatial national. Parce que s'il était aligné, les autres allaient beaucoup les aider. Voilà, mais ils n'étaient pas alignés. Et donc, les responsables de l'agence spatiale, s'il vous plaît, indienne, comment on dit, l'Indienne, ou disons l'agence de recherche spatiale indienne, les militaires en charge des questions spatiales travaillent un peu en autarcie. Donc, les Indiens là, ils sont forts hein, en informatique et politique. Voilà, donc ils travaillent entre eux-mêmes. Et pays peu présents dans les programmes de coopération spatiale internationale. Donc, le programme spatial bénéficie d'une priorité politique marquée. Ce qui veut dire que quoi? Un pays comme la Côte d'Ivoire peut décider de vous prendre, vous qui êtes formés au pirate et autres, prendre vos cœurs, de dire avec les mathématiciens, les physiciens, tout ça, on ne peut pas prendre tout le monde.
vont vous mettre dans une maison. On vous dit, quand tu peux proposer ceci, cela. Est-ce que ça va sortir? Tout cela. Vous allez manger, vous avez des médecins qui vous suivent. Vous vous envoyez à la donc, le budget spatial de l'aide était de 300 millions de dollars en 2001. Ce n'était pas beaucoup, non. Par rapport aux autres. Mais ça veut dire que quoi? Que même nous, déjà, on peut. Donc, l'Inde dispose d'une fusée. L'Inde dispose d'une fusée capable de lancer des satellites en orbite polaire. C'est le satellite PSLV. Et en avril 2001, ils ont lancé le premier satellite en orbite géostationnaire grâce au lanceur GSLV. Donc, vous voyez que ça veut dire que ça fait déjà combien? Deux lanceurs. Dans les lanceurs pour l'orbite polaire et puis le lanceur pour l'orbite géostationnaire. Ensuite, Israël, le budget spatial environ 50 millions de dollars par an. Et ils font beaucoup de coopération avec les agences spatiales américaines, européennes et russes et ukrainiennes. Une vingtaine, hein? Oui, non, l'Ukraine n'est pas une puissance, mais ils font beaucoup de coopération. Voilà. Une vingtaine d'entreprises spatiales et quelques laboratoires de recherche universitaires et militaires sont actifs dans le pays. Donc, en 1993, ils ont créé l'agence spatiale israélienne. En 1983, excusez, autant pour moi. En 1996, lancement du premier satellite de télécommunication Amos. Ensuite, en 1988, la mise au point d'un système de lanceurs. Ça a vite utilisé pour lancer le premier satellite OPEC. Donc, tant que tu n'as pas de lanceur, là, on a fait là, bizarre. Ensuite, en 2002, lancement du 5e satellite d'observation militaire. Et en 2000, un système d'observation commercial Euros est opérationnel. Donc, le premier satellite de télécommunication israélien à Amos fut lancé en 1996 et d'autres le seront, c'est-à-dire depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu d'autres qui ont été lancés. Et ils ont mis en orbite plusieurs satellites de recueil de données comme le SCD-1 en 1993, le SCD-2 en 1998. Et ils ont participé à plusieurs projets de coopération avec l'étranger. Le programme de satellites d'observation CBERS avec la Chine, le projet de microsatellites scientifiques avec le CNES européen, c'est ça, hein? Et une petite participation à la station spatiale internationale. Voilà. Et donc, vous voyez que... Pardon? Non, il n'y a pas de Brésil. Ah, excusez, ça c'est le Brésil. Excusez, non, ça c'est le Brésil. Cette slide-là, c'est le Brésil. Effectivement, excusez-moi. Oui, il y a le Brésil. Voilà. Le Brésil a participé à beaucoup de coopération. Voilà. Donc, pour être puissance spatiale, il faut être capable de développer l'engin et puis de le lancer. Donc, le plus souvent, on va activer les activités et puis on va chercher un lanceur et autres. C'est un bon début. Voilà. Mais il faut qu'on arrive nous-mêmes à fabriquer. Le vrai problème, pourquoi l'Afrique n'est pas trop, moi, ça c'est mon analyse personnelle, n'est pas trop présent dans ce genre de choses. C'est la corruption. Parce que, pourquoi? Celui qui doit fabriquer, même, est-ce qu'on est capable de fabriquer à nous?
C'est pas parce que l'intelligence n'est pas là. La question en ligne qui a été formulée par exemple de l'université et autres aussi. Mais, c'est-à-dire, on va demander par exemple que l'État a pour bien telle chose de respect de telle norme. En Afrique ici, là, on ne va pas respecter la norme. Mais quand on ne va pas respecter la norme, vous savez que quand les engins arrivent dans le sol, il y a des forces. Et voilà, ces forces-là. Mais est-ce que ces engins vont t'aider? Bon, ça, c'est des petites choses. Donc, quand tu analyses là, on n'a pas commencé par fabriquer des voitures, des petites voitures. Voilà. On peut arriver à le faire. Mais c'est une question de volonté, peut-être de volonté politique ou de. Peut-être c'est la volonté politique. Peut-être qu'on a tellement de problèmes à Afrique à force de se concentrer sur la réduction de ces problèmes-là. C'est comme si quelqu'un, tu as une femme, tu ne peux pas donner la nourriture à ta femme et à tes 5 enfants correctement, et puis tu dis, tu te rends compte, une deuxième fois. Bon, là, en temps normal, la femme qui travaille, elle a posé des questions, il y a quel problème? Voilà, le plus souvent, les deux femmes vont mourir le monsieur. Mais est-ce c'est des normes que tu vas respecter. Là-bas, tu ne vas respecter des normes. Respecter des normes. Voilà. Et donc, oui. Ce sont les États qui sont posés comme les puissants. Ils sont considérés comme mais les signaux aussi peuvent être considérés comme des puissances spatiales. Comme l'Union européenne. Oui, l'Union, tout à l'heure, on a dit que c'est l'Europe qui est une puissance spatiale. Voilà. Et c'est pour ça qu'on disait que si l'Afrique se mettait ensemble, on pourrait être une puissance. Mais là-bas, des pays comme la France, certains pays, des pays même ont leur programme spatial, mais ils se sont associés pour être plus forts. Oui. Peut-être que puisqu'ils ont le truc de guerre, c'est comme ça on parle. Et ils ont assez derrière toutes les États de l'émission nationale qui se tiennent. Voilà, même de façon ouverte comme ça, parce qu'il y a des lois, comme les lois françaises le dit, c'est d'État en État. Donc, ce sont des États qui vont assumer certaines choses. Voilà. Mais au niveau du marché, vous allez voir les multinationales, ils vont ils se font de l'argent vraiment sur ces choses. Non. C'est les États qui vont se déclarer, mais on sait que derrière, ce sont ces choses-là. Même si, par exemple, parce que une multinationale comme Google, comme c'est là, il va dire que il faut dire que je suis. Non, non, on ne peut pas s'afficher. C'est pas possible. Ça serait une cacophonie. Il faut que nous soit sous le contrôle d'un État. Et donc, au niveau du marché, ce qu'on appelle le marché spatial, ce sont des marchés développés autour des activités dans l'espace. Dans l'espace, c'est ça à considérer, bien sûr. Donc, on va dénombrer au maximum trois principaux marchés. Il y a le marché commercial, le marché civil et le marché militaire. Donc, le marché commercial est constitué des opérateurs de satellites fournissant des services de communication, de télécommunication, ainsi que des satellites d'observation de la Terre. Et donc, ce marché-là est caractérisé par une forte concurrence. Dans votre cours, c'est un peu plus développé, mais les opérateurs des satellites. Donc, tous ceux qui forment, ils fabriquent plutôt des satellites de communication et de télécommunication. Et les satellites comme Landsat et autres. Tout ce qui a un lien, même si c'est, comment je vais dire ça, un papier aluminium qu'on va utiliser pour fermer une partie d'un
je ne sais pas, dans la fabrication du satellite. Tout ça, c'est des gens qui sont sérieux. On leur demande, il y a des sociétés qui sont un peu dans le monde, on leur demande de fabriquer des choses. Parce que les choses sont fabriquées et puis assemblées. Donc, il y a plusieurs industries, plusieurs entreprises qui sont impliquées. Hein? Non seulement dans la fabrication du satellite, mais la fabrication de lanceurs, l'entretien. Et puis quoi encore? La vente même des données. Vous voyez un peu, il y a beaucoup de choses qui se développent comme marché derrière ces activités. Ensuite, il y a le marché civil, constitué d'agences spatiales et d'organismes civils météorologiques, par exemple, qui contractent à l'industrie des activités de recherche et de développement ou acquièrent des équipements, satellites, lanceurs, segments au sol et tout ça, dans le cadre de leur programme applicatif qui concerne la télécommunication, qui concerne l'observation de la Terre, qui concerne pas encore la météorologie, la navigation, les sciences, l'accès à l'espace. Donc, toutes ces choses sont liées parce que même les téléphones que nous avons au début, le GPS, un certain nombre de choses, tout ça, ce sont c'est un marché qui s'est développé autour des activités dans l'espace. Nous qui sommes civils, nous en profitons. Et donc, il y a des entreprises aussi, pas bien privées, mais qui se font du cash sur ces choses-là. Parce que ce qui compte, c'est quoi? C'est le cash. Oui, c'est le cash. Oui. J'ai l'assurance aussi dans la partie spatiale. Ah oui, les assurances aussi. Parce que c'est de l'argent, ils se font de l'argent. Hein? Les assurances, tout ce qui est permis de choses sur lesquelles vous allez exposer là, c'est je prends le cash. Je prends le cash. Je prends le quoi? Le verre. Voilà. Voilà. Donc, ces programmes civils sont primordiaux pour deux raisons. Parce que ça génère un important volume, hein, d'argent, 28 milliards de dollars de budget depuis combien? 2007. Soit la première source de revenus pour l'industrie mondiale. Et leur nature est relativement stable, c'est-à-dire que tous ceux qui font des investissements dans cette activité-là n'ont pas la peur de perdre. Voilà. À coup sûr, tu gagnes. Il y a une certaine stabilité. Ensuite, on a le marché spatial militaire qui concerne les activités menées par les agences de défense. Elles utilisent les capacités spatiales comme support de leurs opérations, y compris les télécommunications, la reconnaissance et la surveillance. Quelqu'un m'avait demandé pourquoi ils donnent les positions du camp adverse. C'est ça, non? Voilà, y compris les télécommunications, la reconnaissance et la surveillance, les relais de données, l'alerte avancée, la navigation, la météorologie, l'écoute. Voilà. Donc, ces activités sont proches des activités commerciales et civiles, d'où leur caractère cyclique marqué. Donc, vous voyez que tout ça, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Mais en fait, s'il n'y a pas d'argent dans quelque chose, est-ce que les hommes les humains ne vont pas. Mais ici, là, c'est pas comme quand je vends banane au marché gros. Quand je vends banane au marché gros, ça me donne l'argent, c'est vrai. Mais il y a l'argent et l'argent. Ici, là, on parle de surface financière ici. On ne parle pas de. Voilà. Surface. Voilà. Donc, ici, c'est beaucoup d'argent et c'est important. Et le marché militaire revêt un caractère stratégique plus ou moins grand selon les pays et les champs applicatifs. Aux USA, le programme de lanceurs est financé par des budgets militaires. Ça, c'est pour avoir le contrôle sur toutes choses. Tu vas lancer, tu vas fabriquer un lanceur, les militaires vont surveiller, vérifier.
Et la part d'importance accordée aux différents marchés spatiaux est illustrée donc par donc vous voyez ici, lorsqu'on regarde le marché spatial, on voit sur le camembert de gauche, vous voyez le marché commercial qui est orange, qui prend 40%. Ensuite, il y a les marchés gouvernementaux, 30%. Le marché militaire, 25%, et le marché civil, 5%. Et lorsqu'on prend la chose en termes de voilà. C'est pas un besoin. Donc, en termes de secteur d'activité, on voit que la communication prend 58%. Ensuite, le GPS, que vous aimez quand? Il y a des gens qui tracent leurs époux. Est-ce que ça vaut? Il y a plus les époux qui surveillent leurs épouses. La grand-mère. Tu es où? Qu'est-ce qu'il y a pour moi chez la vieille? Elle est au marché de Coco du Coco. En train de se faire belle. Donc, après le GPS, vous voyez que le GPS a une part quand même importante. L'observation de la Terre, même la Lune. C'est pas trop ça. Ensuite, tout le reste, 10%. Donc, vous voyez que ce sont des marchés assez importants qui sont développés autour de ces activités. Le marché spatial européen. Ici, par exemple, on voit la figure qui est là, c'est la fusée Ariane 5 entourée des drapeaux des pays membres de l'ESA à l'entrée du centre spatial de Kourou. Donc, l'Europe a une industrie spatiale puissante, efficace, intégrée et concurrentielle à l'échelle mondiale. En plus d'être une source de revenus, elle est d'une importance stratégique pour l'indépendance et la sécurité, l'indépendance, la sécurité et le bien-être des États européens par sa valeur technologique et les applications qu'elle propose. L'industrie spatiale est un conglomérat. Vous connaissez un conglomérat? C'est un ensemble d'entreprises. Un conglomérat. Ça dépend de là qu'on se situe. Un ensemble d'éléments d'investissement. L'investissement, ici, l'investissement sera les accords, les liens qui vont les lier, les droits et les devoirs. Chaque entreprise se doit de respecter. Mais nous, en géologie, ce conglomérat, c'est quoi? Oui. C'est un ensemble de dépôts de roches, de minéraux. Le conglomérat, c'est quoi? C'est une roche. Maintenant, dans cette roche-là, c'est plus Il y a des minéraux. Il y a des roches déjà formées, il y a des dépôts de roches, des minéraux. Et quelle est la particularité du conglomérat en géologie? C'est-à-dire que les gros éléments qui sont dedans, c'est la différence entre un conglomérat et une brèche. Le conglomérat contient des gros éléments. Est-ce que ces éléments sont anguleux ou arrondis? Voilà. Normalement, quand les blocs n'ont pas été transposés sur une longue distance, ça reste anguleux. Et dans le conglomérat, est-ce qu'on trouve des galets arrondis ou bien on trouve. Ah oui, mais on appelle la
On ne doit pas oublier. C'est passionnant. C'est très passionnant. Oui. En fait, la roche que je voulais comparer au conglomérat, c'est ce qu'on appelle un pudding. Oui, vas-y. Le conglomérat, d'abord, c'est énormément sédimentaire. Ça a été transporté jusqu'à la plus de Ghali. Et transformation en roche sédimentaire. Voilà. C'est ça, c'est annulé. Donc, c'est la différence généralement entre les deux. Et donc, la géologie est passionnante, mais là, nous sommes en train de faire c'est une migration. Les plus façons là. Il y a les plus. Par contre, j'avais demandé qu'on reporte les posés là. Venez me poser. Hein. Les 14, les 16, venez arracher ça. Donc, venez arracher cette vidéo. C'est bon? Parce que moi, je ne peux pas, ce jour du 31, quand j'arrive ici, là, les 18 seront là. Si vous ne les prenez pas, je retourne avec. Du point de vue économique, donc, le marché, le secteur spatial européen se caractérise par sa grande hétérogénéité. Elle couvre des activités spécifiques telles que la construction de satellites et de lanceurs, la maintenance technique et la conduite des opérations sur les satellites et sur le segment au sol, la fourniture de services de télécommunication, l'interprétation des données météorologiques, la fourniture d'images spatiales pour la protection de l'environnement et les émissions de renseignements, la construction de services de localisation pour les personnes ou les biens comme les distributeurs bancaires, hein? Les restaurants et les points de contrôle. Hein? La valeur économique du marché spatial européen est principalement due au développement intensif des applications. Vous avez parlé d'applications, télécommunications, navigation et autres. Au cours de ces dernières années, le poids économique des satellites de télécommunications est important, comparé aux deux autres types qui néanmoins ont besoin d'être considérés avec attention. Donc, vous voyez, le secteur de la navigation connaît le développement le plus dynamique. Les satellites sont utilisés à des tâches très variées, de la mesure de l'intensité du trafic sur les autoroutes. Vous voyez, c'est comme si ce sont des activités qui se font dans l'espace atmosphérique qui régissent tout ce qui se fait aujourd'hui sur Terre. Enfin, qui contrôle le registre de ce le monde, mais qui, on dépend fortement de ce qui se fait dans l'espace. La mesure donc de l'intensité du trafic sur les autoroutes à la surveillance des sources en liberté et leur potentiel en termes de nouvelles applications quotidiennes sur toute la planète est élevé. La Commission européenne estime à 25% la croissance annuelle de ce marché, ce qui lui confère une place à part. Donc, le secteur de l'observation de la Terre, c'est la deuxième innovation intéressante. Donc, du fait de sa relation très forte avec les utilisateurs institutionnels, cette branche, historiquement vue comme une niche relativement limitée, a pris donc de l'importance. En fait, l'observation de la Terre commence aujourd'hui à être perçue comme une source significative de revenus dans l'économie. Les investisseurs principaux sont les agences publiques, la NASA, l'ESA, la JAXA, c'est pour le Japon. Du fait du caractère ambitieux et de long terme
des programmes sur l'environnement. Actuellement, les fonds publics génèrent environ 80% de la demande des données commerciales et revenus de services, même si le marché des investisseurs privés devient progressivement plus visible. Donc, dans ce secteur de l'observation de la Terre, c'est plus le domaine public qui investit beaucoup et qui gagne. Mais les privés sont en train de prendre de l'ampleur. Et donc, on voit ici un peu une évolution depuis 1991 jusqu'à 2011, les différents marchés. On voit les applications, les systèmes de lanceurs. Il y a des gens qui veulent travailler sur le marché des lanceurs. Hein? Voilà. Les systèmes scientifiques qui sont en vert. Donc, on voit que le marché de l'application est vraiment en évolution. Le marché des lanceurs aussi. Bon, on s'est arrêté en 2011. Moi, je veux des choses pour les expliquer. Je veux des informations relativement récentes. Si vous allez me donner encore les mêmes informations, c'est là que vous n'allez pas prendre sur le travail. Oui. Dans les travaux, Oui. tu peux faire des bibliographies, des citer les auteurs. Parce que les informations qu'on va étudier ne viennent pas de nous. C'est pour ça que je vous ai demandé un document Word qui accompagne le PowerPoint. Parce que c'est dans les documents Word que vous allez citer. Mais dans la présentation, vous faites juste une slide pour donner quelques auteurs. Voilà. Sinon, c'est dans les documents Word que je m'attends vraiment à voir. Donc, vous devez. La bibliographie est importante. Voilà. Sinon, je n'ai pas parlé de référence bibliographique dans les bibliographies simples. Pourquoi? Référence bibliographique, c'est ce qu'on a cité dans les documents. Et la bibliographie, c'est tout ce qu'on a regardé, même quand on n'a pas cité. Donc, c'est la différence qu'il y a là. Donc, vous voyez que ces marchés, ce sont des marchés importants. Regardez en termes de milliards d'euros. Ça, c'est des milliards d'euros, hein. 1 milliard d'euros, il y a d'autres qui sont entre 0 et 1 milliard d'euros. Même si c'était 1 milliard d'euros même, hein, il ne va pas venir nous donner. Bon, vous voyez que c'est des marchés importants. C'est-à-dire, ce n'est pas les petits chiffres là. Et nous gagnons 3 millions de francs CFA par mois. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Mais en fait, il faut que tout le monde aussi puisse arriver au stade où on peut avoir, avec nos activités, au moins, je dis bien au moins, hein, ensuite, on continue toujours. On va à notre commentaire qui nous montre ici, au niveau du marché spatial européen, la part de l'ESA. L'ESA regroupe au moins 15 États européens. Ensuite, taisez-vous s'il vous plaît. On a le marché des opérateurs privés européens. Ensuite, bon, il y a des couleurs qui me mélangent. Voilà. Les entités publiques, RDM, qui représentent à peu près 6%. Les équipements, à peu près 7%. Le marché de l'ESA prend beaucoup, 34%. Les opérateurs prennent 15%. Ariane Space prend 11%. Les opérateurs privés, RDM, prennent 6%. Les autres prennent 2%. Et on a un groupe qui prend 6%, autre entité publique européenne. Et donc, juste on retient que n'est pas parce qu'on fait une activité dans l'espace, on est content de ça. Donc, il faut avoir une conscience spatiale pour être capable de s'imaginer et de lancer et l'entretenir aussi.
Je pense que dans le document, dans vos documents, ça va c'est l'entretenir, être capable de l'entretenir. Et ensuite, les activités qui se font, ce n'est pas juste le plaisir de l'entretenir ou bien des services ou bien même, mais c'est pour ça génère de l'argent. Ça génère un marché très important. Donc, on ne fait pas un droit, une activité, si cette activité-là ne donne rien. Mais si l'activité ne donne rien, les hommes, on se connaît, ils vont abandonner la chose. Si vous voyez qu'il y a cette lutte-là de pouvoir aller dans l'espace, nous-mêmes, nous encourageons nos États à pouvoir faire ce genre de programme de priorité politique pour qu'on puisse, nos États puissent être dans l'espace, parce que ça génère beaucoup d'argent. Et ça donne du travail. Imaginez, si on a un lanceur, c'est du travail pour les gens. Si on est capable de fabriquer un satellite, des ingénieurs sur lui, les jeunes, de qui aller travailler dans ces politiques, qui aller avoir beaucoup d'argent. Et donc, c'est un peu le coup du droit spatial, c'est une initiation. Comme je l'ai dit au début, ce n'est pas, nous ne sommes pas en droit, ce n'est pas un cours de droit très approfondi, mais c'est une initiation pour donner quelques informations pour que quand vous êtes quelque part, que quelqu'un est en train de parler de des problèmes géopolitiques, quand vous regardez ce cours, et que vous regardez la télévision, et qu'on est en train de parler de l'Iran dans l'ancien satellite, mais l'Amérique ne veut pas. Vous savez déjà, vous êtes là, vous avez certaines façons d'analyser les choses que les autres n'ont pas. Voilà. Donc, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ok. Maintenant, qui va parler des en cas de voilà. Mais donc, s'il y a un État qui. C'est le cours de droit spatial même qui a. Le droit spatial lui-même a en fait des dispositions pour faire le cours. Mais généralement, comme c'est le règlement particulier des différents qui est prôné, généralement, il y a des États qui vont essayer de jouer, d'agir comme négociateurs entre les États qui ont des différents pour que la chose se règle de la façon la plus pacifique possible. Mais pour aller, par exemple, devant une juridiction en justice, c'est un peu délicat parce que le droit spatial ne relève pas le droit national. Donc, tu vas envoyer l'autre État devant quelle juridiction. Il y a tout ça. Sinon, généralement, ça va mieux. Mais quand c'est des trucs assez particuliers sur les applications, le droit spatial est en devenu ça dépend des États en service par rapport aux États de gauche, par rapport au début de gauche. On peut faire beaucoup devant la justice. Ça dépend des nations qui sont en. Par exemple, si l'État considère qu'ils ont lancé quelque chose dedans, peut-être c'est pas bien fonctionné, puis c'est tout peut-être en politique. Pourquoi ça me ferait de notre match? Non, non, moi, je ne suis pas capable de faut parler, il faut dire. Faut pas puis pour malgré ces relations avec les autres, les clubs, donc, normalement, comme le droit l'indique, si l'appareil est donné sur le territoire, il doit restituer l'appareil à son propriétaire. C'est ainsi, eux, ils ne veulent pas. Comment ils ne veulent pas? Ils sont dans le monde, ils ne sont pas sécuritaires. Ils ne veulent pas, les gens vont toujours faire des négociations. Mais il y a des restrictions.
la Russie et les États-Unis peuvent envoyer des espions, même, je ne sais pas, pour les espions. Il y aura toujours une solution. Oui, il y a des conflits, maintenant, il y a des conflits. Quand les gens ne parlent pas, c'est rien à faire des parts ou bien des débris, des passes. Dans la loi sur les débris, il va commencer à travailler. Et donc, tous les États, parce que les Corées du Nord, même s'ils sont un peu en désaccord avec l'Amérique, ils sont en accord un peu avec la Chine. Voilà. Il y avait la Chine. Donc, il y aura des gens, franchement, c'est bien. Ils vont être délégués, voilà, intermédiaires, pour que la chose soit réglée. Parce que dans ce monde-là, tu peux dire que je suis d'accord avec les États-Unis, vous voyez que tu es d'accord avec la Russie, ou bien la Chine. Donc, pour que tu sois, il y aura une solution. Mais maintenant, quand il y a un vol, il y a un délit dans l'espace, selon vous, quand il y a un délit dans l'espace, par exemple, on met un Togolais, hein, on met un Béninois, bon, à Douala, et bien, les Ivoiriens, on vous met dans une station, dans un satellite, vous partez bien arriver là-bas. Il y a un qui est tué par un autre. Un Togolais. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans l'espace? Ouais. C'est ça, là. C'est des questions comme ça. Le délit s'est passé là-bas. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Comment régler ce délit? Comment? Parce qu'ils sont dans l'espace là-bas, aucune juridiction nationale pour aller là-bas. L'engin sur terre. Il faut que l'engin devienne sur terre. D'abord. Arriver sur terre, les trois états. Même pas les trois. Parce que c'est des ressortissants ivoiriens, togolais et béninois. Mais l'engin, qui a conçu ça? Ça a été lancé à partir de quel pays? Et tout ça, ils vont regarder tout ça pour pouvoir régler ce problème. Et si celui qui a tué, si le témoin, parce que là, il reste si c'est le témoin maintenant qui va faire que l'autre va être condamné à une certaine, dans une certaine mesure ou pas. Maintenant, c'est la loi de quel pays qui va s'appliquer. La loi voilà, pour aider la situation. Il y a le frère qui est là-bas, l'autre clé qui est là-bas. À part plus quelqu'un, ils savent qu'il y a un droit dans l'espace là. Les Ivoiriens vont dire. Les Ivoiriens, on va dire, s'ils ont eu le temps d'aller dans l'espace, c'est eux qui les emmènent là-bas. Monsieur Harry, est-ce que vous êtes là? Ok, ça vous dit que le cours est fini, vous êtes là. Quand vous avez une question, on se voit le 31 janvier, à partir de, bon, j'ai demandé depuis le matin, même si on n'a pas eu le matin, on va prendre à partir de 14 heures, c'est pas grave. Okay.